me pose une première question. Non, la question que je t'ai posée n'était pas quand on s'est rencontrés, c'est pourquoi, je fais de la provocation, si ce que tu dis est vrai, pourquoi les autorités israéliennes ne t'ont pas soutenu, et même encore aujourd'hui? Alors, d'abord, même encore aujourd'hui, c'est pas totalement exact, mais d'abord, je te dirais, la première chose, j'ai envie de leur demander à eux. Et donc, la première chose, que s'il y a des journalistes ici qui sont intéressés, je pense que la première démarche à faire, si vous êtes intéressé par cette affaire, c'est d'appeler l'ambassade d'Israël en France et de leur demander pourquoi j'ai pas eu ce soutien-là. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a 2 ans, quand j'étais en phase judiciaire contre France 2, j'ai rencontré l'ambassadeur d'Israël en France qui s'appelle Danishek, qui venait d'arriver, et je suis allé lui dire bonjour. Je me suis présenté, on était dans un cocktail, et j'ai dit bonjour. Je suis resté la main en l'air. Il a refusé de me serrer la main, il m'a expliqué qu'il ne parlait pas aux conspirationnistes. En fin de compte, après, il m'a expliqué qu'il était l'ami de Charles Anderlin. Alors, il faut que vous sachiez quand même qu'ils ont quand même des bons services de renseignement, puisque 3 semaines avant que je gagne mon procès, il m'a quand même fait contacter par l'ambassade pour obtenir un rendez-vous. Et on a eu un rendez-vous tous les deux, où il m'a expliqué qu'il n'avait rien contre moi, que bon, il croyait, il avait de bonnes relations avec Charles Anderlin, et il pensait que... Donc, la première chose, c'est que d'abord, il y a eu, Charles Anderlin a un réseau d'amis très fort en Israël, en France aussi, comme vous le savez. Et donc, l'histoire je dirais, de la mort d'un enfant qu'on nie, pour les Israéliens comme pour de nombreux juifs, ça rappelle l'idée du négationnisme, c'est-à-dire on nie la mort. Donc pour eux, c'était inconcevable, c'était impossible. Et puis aussi, certains Israéliens voulaient oublier cette affaire. Vous savez, en Israël, ils vivent beaucoup sur le lendemain. Ils ont envie de savoir ce qui va se passer le lendemain, mais pour eux, ça s'est du passé. Et ceux qui vivent en Israël ne se rendent pas compte des dégâts de Mohamed El-Doura, ne se rendent pas compte que cette image a causé un tort incroyable à l'image d'Israël, mais je dirais aux Juifs dans le monde et au monde occidental. Parce que c'est véritablement l'image, je dirais que c'est l'image choc, slogan de la confrontation civilisationnelle entre l'Occident et l'islam. Donc, aujourd'hui, maintenant, les Israéliens, d'abord, m'ont envoyé, j'ai reçu une lettre de l'armée israélienne qui me soutient maintenant. J'ai reçu aussi des déclarations, il y a eu des déclarations de l'ambassade, du porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien qui me soutient, mais très modérément, c'est-à-dire avec toute la diplomatie que peut avoir un diplomate dans le mauvais sens du terme. Et une de leurs grandes explications, c'est de dire, écoutez, c'est une affaire qui ne nous regarde pas, c'est une affaire franco-française. Et alors que j'étais très en guerre contre eux, ça m'énerve, une affaire franco-française. Et ce que ça dit, cette affaire-là, elle dit beaucoup de choses sur la France. Sur Israël, elle en dit aussi, mais c'est leur problème. Nous, on est français. Moi, je suis citoyen français et élu français. Je ne suis pas élu israélien. Donc, je suis un Français, quoi. Je veux dire. Et c'est vrai que c'est un problème qui me pose problème en tant que Français. Comment se fait-il? Je ne sais pas, il y a des gens, vous avez vu ça. De nombreuses personnes ont vu ça. Il y a des dirigeants de France Télévisions qui ont vu ces images, qui m'ont dit en privé, oui, c'est une mise en scène, on est d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Ben, moi, j'ai envie de leur dire, mais reconnaissez. J'ai une autre question à te poser. C'est, tu as dit tout à l'heure, et c'est tout à fait classique, parce qu'on appelle les EVN, que ce reportage avait à l'époque été mis à la disposition de l'ensemble des télévisions internationales dans le cadre d'un échange par satellite. Ce reportage, est-ce que tu sais dans combien de pays il a été diffusé? Est-ce qu'il est remis en cause dans ces autres pays? Alors, d'abord, il a été diffusé dans tous les pays du monde, on peut le considérer. Alors, c'est France 2 qui a insisté sur le fait, même s'il y a des EVN, sur le fait que c'était gratuit, qu'ils l'ont offert aux télévisions du monde entier, avec, j'ai la déclaration aussi de Charles Anderlin et de Ariel Chabot, nous ne voulions pas faire d'argent avec la mort d'un enfant. Donc ça, c'était leur première déclaration. Alors, ensuite, en ce qui concerne je dirais la deuxième partie, c'était le... Oui, parce que tous les autres pays sont dans la même tous les position autres que pays, la France. oui, mais sauf que c'est la France, c'est France, tu vois, CNN Oui, c'est France 2 qui l'a fait. En Allemagne, donc maintenant je pense que c'est communément admis, et parce qu'il y a eu un bel article dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung qui a confirmé tout ça. Il y a eu d'autres en Allemagne qui confirment le fait. En Israël, ça commence à poindre, mais c'est même pas, je dirais, aussi fort qu'on pourrait l'imaginer, parce qu'il y a encore, c'est du passé, ça ne nous intéresse pas. Et pour eux c'est du passé, mais pour nous c'est du présent, parce que tant que France 2 n'aura pas reconnu, tant que France 2 me fera interdire des conférences de presse, tant que France 2 fera comme ils ont fait à Pérouse, envoyer un représentant de la chaîne pour dire il est interdit de remettre en cause notre crédibilité, il est interdit de remettre en cause nos reportages, enfin je veux dire, vous imaginez dans quel genre de pays on est, c'est totalitaire comme système. Moi je suis désolé, comme tous ici dans cette salle, vous avez le droit de me poser des questions et de me dire moi je suis pas d'accord avec ci, je suis pas d'accord avec ça, et je peux aller chercher dans mon ordinateur éventuellement des films
pour confirmer, ou vous les envoyez par mail, ou vous répondent. Mais c'est inimaginable. On se retrouve dans une situation où on n'a pas le droit de poser des questions. C'est véritablement une période de l'histoire, enfin c'est un moment qui, des comportements qui me rappellent une période de l'histoire ou une région du monde, par exemple tout le bloc soviétique, où on n'avait pas le droit de poser des questions. Il n'y a pas de pourquoi, c'est comme ça. On vous l'affirme, on vous le jette au visage. Je pense que c'est très grave. Oui. Jean-Bart, Lecomte, Rosenzweig, qui sont venus depuis 2005. Alors, Luc Rosenzweig vient partout où je l'invite. Il me soutient à 100%. Donc il est ancien rédacteur en chef au Monde. Lui maintenant il est retraité. Donc pour lui c'est beaucoup plus facile. Il n'a plus d'enjeu. Il est hors, il vit dans sa voie. Il dit moi je le dis partout où on me le demandera, je dirais que c'est une mise en scène. Denis Jean-Bart, il a quitté son job à l'Express en grande partie à cause de ça, puisqu'il a eu une guerre qui lui a été menée en interne par deux personnes, Vincent Hugeux, journaliste de l'Express, et Jacques Attali, qui s'est beaucoup impliqué pour défendre ce bidonnage et qui a fait aussi un faux témoignage dans un des procès qui m'oppose pour soutenir Hugeux et Charles Anderlin et compagnie. Donc voilà donc pour ces deux-là. Maintenant, Daniel Lecomte, lui, donc il faut savoir que quand Denis Jean-Bart a voulu faire publier le reportage de Luc Rosenzweig dans l'Express, c'est donc Vincent Hugeux et Jacques Attali qui s'y sont opposés, qui lui ont mis une pression d'enfer et qui l'ont vraiment fait capituler. Donc pour lui, ça a été insupportable. Maintenant, Daniel Lecomte, lui, il travaille, ses clients, c'est Arte, France 2, France 3, France 5. Donc, et je respecte ça, mais j'imagine que quand on a une société de production comme on veut vendre ses reportages à France Télévisions, j'imagine que ça doit être extrêmement difficile ensuite de continuer le travail, de dire voilà, France 2 diffuse des faux reportages, et d'aller voir d'un autre côté Carolus et dire en fait tiens, j'ai un documentaire à te vendre. Donc je peux imaginer, quand je vois les intimidations que je reçois, quand je vois les intimidations que reçoivent tous les gens qui ont traité le sujet, je vais vous donner une dernière anecdote qui est assez amusante. Jamal Al-Doura, vous voyez qui est Jamal Al-Doura? Est-ce que vous l'imaginez à Gaza en train de lire la presse juive française? Eh bien, sachez que Jamal Al-Doura, je ne vous dirai pas qui, quoi, comment, mais a déposé une plainte en diffamation contre quelqu'un en France parce que dans un article, on sous-entendait que ce reportage était une mise en scène. Donc tout ça, c'est encore de la manipulation de Charles Anderlin qui veut faire des guerres de tous les côtés. Enfin, rendez-vous compte, quoi. Rendez-vous compte de l'état où on en est. Oui. Moi, j'attendrais que le comité d'experts qui a été décidé entre France 2 et le CRIP, pourquoi il tarde? Ça fait presque vous pouvez attendre ce que vous voulez, il ne sera jamais mis en place. Le deal était en gros. Carolis était persuadée. Cette histoire est une chaîne d'irresponsabilité. C'est-à-dire, on a Talal Abou Rahma qui dit à Charles Anderlin j'ai de la dynamite, j'ai les images, et qui lui raconte son histoire. Charles Anderlin diffuse. Ensuite, Charles Anderlin dit au directeur de l'info de l'époque, Pierre-Henri Anstam, t'en fais pas, j'ai les images des balles qui atteignent le père et l'enfant, toutes ces choses-là. Ensuite, Pierre-Henri Anstam transfère le dossier à Mazerolle. Mazerolle, il fait confiance aussi. Ensuite, Chabot fait confiance. Tout le monde fait confiance. Chabot fait confiance. Patrice Duhamel fait confiance. Patrick Lecoeur, tout le monde fait confiance. Donc, Carolis, quand il lance la commission d'enquête, il y a Chabot qui dit t'en fais pas, j'ai l'affaire en main. Sauf que ensuite, il a des gens qui sont venus le voir qui ont dit attends, j'ai vu les documents qu'ils ont en face, c'est pas si simple que ça. Donc, cette commission qui devait être lancée à partir du 15 septembre, on est aujourd'hui le 7 avril, donc on y est plus de 6 mois après, c'est toujours pas, elle ne s'est même pas réunie, elle n'a même pas été mise en place. Pourquoi? Parce que le jeu pour France 2 c'était de dire on va lancer une commission d'enquête en se disant bon, on ne peut pas conclure, mais quand ils ont vu qu'on pouvait arriver à des conclusions, et sachez que je ne vous ai montré véritablement que 30 à 40% des documents dont on dispose, mais comme on n'allait pas faire jusqu'à ce soir, je n'ai pas tout rapporté. Mais donc, France 2 sait très bien qu'ils ont une position impossible, donc maintenant, ils essayent de gagner du temps, ils essayent de faire pression partout, et ça marche quelquefois. Je peux vous dire qu'il y a des endroits où je suis annulé, il n'y a pas que la semaine dernière, il y a des endroits où on me fait pression. Et si je ne vous dis pas l'institution française qui m'invite à la fin du mois pour faire une présentation, c'est uniquement pour ne pas que vous le publiez, pour ne pas que France 2 puisse faire pression. Parce que je vous garantis que si ça se sait, France 2 réussira à faire annuler cette présentation. Oui, mais CRPE, ça dépend directement du ministère des Affaires étrangères? Oui, mais c'est un organisme indépendant. C'est un organisme indépendant qui est financé par le ministère des Affaires étrangères et je crois une partie par le ministère des Finances. Et voilà, mais il y a eu véritablement pression il y a eu pression de 3 journalistes. Qui décide?
qui décide, le patron du CAP, qui est un fonctionnaire du Quai d'Orsay, et qui s'appelle M. Gautra, je crois, et qui est un ancien ambassadeur de France, je ne sais plus dans quel pays, et qui a pris la décision. Il me semble qu'il a pris une décision hâtive. Alors, ça peut être en raison de la pression des proches journalistes, ça peut être aussi, et ça on le sait peut-être pas, et même les gens qui sont proches autour de lui ne le savent peut-être pas, ça peut être véritablement en raison de raison du Quai d'Orsay, de gens du Quai d'Orsay. On me dit que certaines personnes du Quai d'Orsay ont dit, nous on est plutôt du côté d'Anderlin dans cette affaire, pas du côté de Carcenti, mais vous pouvez recevoir Carcenti. Maintenant, est-ce que derrière, après y avoir bien pensé, après que les réseaux que Charles Anderlin et Carlette Chabot ont mis en place soient intervenus, peut-être que ça a fait... Je n'en sais rien. Encore une fois, je ne sais pas si vous avez constaté dans cette présentation, je n'ai essayé d'apporter des réponses qu'aux questions auxquelles je pouvais avoir des réponses. Et si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations là-dessus, je pense qu'il faut poser les questions directement aux gens qui ont pris les décisions. Oui. Dans le parcours judiciaire de l'affaire, il y a une première condamnation en première instance, après l'appel vous a donné raison, et maintenant le prochain rendez-vous, c'est quoi? C'est la Cour de cassation et quand? Alors, le prochain rendez-vous, c'est la Cour de cassation, mais encore une fois, la Cour de cassation ne va pas se prononcer sur est-ce que le reportage est authentique ou non. La Cour de cassation va se prononcer sur la partie technique de mon article que j'avais publié en novembre 2004, qui accusait France 2 d'avoir diffusé une mise en scène. Donc c'est même plus une dérivée seconde, c'est une dérivée troisième ou quatrième, puisque c'est d'abord la partie technique du jugement, enfin de l'arrêt de la Cour d'appel, et même mon article, le fait que je gagne mon procès en appel, France 2 n'a même pas reconnu la faute. Vous savez, quand j'ai perdu le procès, à 20 h, ils ont dit c'est bien la preuve que notre reportage était authentique, et quand j'ai gagné le procès, ils ont dit ça ne prouve absolument rien. Quand le CRIF a fait sa conférence de presse, pour demander la commission d'enquête et toutes ces choses-là, France 2 le soir même a dit, d'ailleurs jamais, ils ont dit que c'était absolument pas, ça ne prouvait absolument rien, que jamais personne n'avait apporté le début d'une preuve que c'était une mise en scène, et que aussi ils avaient rajouté que toute personne qui oserait questionner le reportage de France 2 serait poursuivie en diffamation. Donc c'est vraiment de l'intimidation. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on sait sur le background du caméraman? Qu'est-ce qu'il est devenu depuis? Alors, qu'est-ce qu'on sait? Alors, d'abord, il ne parle toujours pas le français, mais dans sa grande mensuétude, l'État français lui a offert la nationalité française. Donc ça, c'est un premier élément intéressant. Dans la pétition qui a signé parmi les gens qui ont signé la pétition, il y a Hubert Védrine, qui à l'époque était ministre des Affaires étrangères. On sait qu'il était membre du Fatah et de l'organisation des journalistes du Fatah. Et on sait aussi qu'il a déclaré à un journal marocain qui s'appelle Le Matin, il a déclaré « J'ai choisi le journalisme pour servir la cause palestinienne ». Donc on sait que c'est quelqu'un qui a un engagement militant, mais je vais être un peu dur. À la limite, lui fait son boulot, il a choisi la cause palestinienne, il a choisi de faire du journalisme pour ça. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est le manque d'esprit critique des médias français qui avalent ce genre de faux reportages et qui ne veulent même pas revenir devant. Il a choisi un camp, il a choisi de faire de la fausse information. La vraie responsabilité, pour moi, elle réside dans l'irresponsabilité des médias français. Je n'ai pas bien compris un point. Est-ce qu'il y a des rushs que France 2 détient encore et qu'ils n'ont pas montré? Alors, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que France 2... Alors, normalement oui, puisqu'ils ont montré 27 minutes à Jean Bart et Lecomte et à Rosenzweig, et nous on n'en a eu que 18. D'après ce qu'on sait de ce que nous en a dit surtout Jean Bart et Rosenzweig, parce que Lecomte, vous savez que Jean Bart a quitté l'Express, maintenant il est au Seuil, et ils m'ont dit que c'était des scènes qui étaient encore plus grotesques et encore plus ridicules que celles qu'on voit là. Parce que dans les rushs, il y a 18 minutes de rush, et dans ces 18 minutes de rush, vous avez par exemple à un moment donné, vous avez un type qui donne une interview, Talal Abourma qui interviewe quelqu'un, et pendant que derrière on jette des cailloux sur le fortin israélien, le type tourne israélien et il parle au micro, alors que derrière on est censé tirer sur tout le monde. Donc on est vraiment dans des scènes grotesques, mais par exemple visiblement encore plus grotesques dans les 9 minutes qui ont été coupées. Oui. Est-ce que vous avez prêté serment devant la cour d'appel Non. Non, pas du tout. Non, je sais. Non, parce que ce qu'on sait, c'est que le caméraman palestinien n'a pris sa carte de presse
France délivrée par les autorités israéliennes depuis fin 2001. Elle ne lui a pas été, justement parce qu'il a été convaincu d'avoir mis en scène... Alors, c'est un truc important parce que il y a quand même le directeur du bureau de presse gouvernemental, Dani Siman, qui, à la fin 2002, a déclaré dans Libération que c'était complètement bidon, que Talal Abu Rahma faisait des faux reportages et que ce reportage était totalement bidon. Il a reçu une lettre de menace de France 2, toujours la même chose. Attention, si vous ne retirez pas vos accusations, nous attaquerons en diffamation. Et la lettre signée par le bureau du Premier ministre, parce que cette entité dépend du bureau du Premier ministre, disait: nous sommes une société libre, une démocratie, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, vous avez le droit de nous attaquer, la justice israélienne vous est ouverte, attaquez-nous, et on se défendra. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est toujours les mêmes principes, toujours de la capacité de dissuasion, parce que c'est vrai que France 2 fait peur à tout le monde, parce qu'ils sont puissants, ils ont tous les réseaux, et ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont rien. Rendez-vous compte qu'en 8 ans d'affaires, ils n'ont jamais rien apporté, un élément pour confirmer leurs accusations. Et je dirais pire, il y a un truc qui est tout simple, le père, il est censé avoir 12 balles dans le corps et 12 cicatrices de balles, alors que nous on dit que ce sont 12 cicatrices de scalpel. Amenez-le, faites-le venir à n'importe quel hôpital avec des experts médicaux, ils regarderont si ces cicatrices sont vraies. Non, ils sont incapables de le faire parce qu'ils savent très bien que ça s'effondre. Quand le correspondant de France 2 à Rome est venu au panel, il est arrivé, il a fait sa déclaration en disant voilà, qu'on n'a pas le droit d'en mettre en cause. Il n'a pas voulu rester dans la salle parce que France 2 lui a interdit de rester dans la salle, en prétendant que cela était impossible en raison de la Cour de cassation. Ce qui est rigoureusement faux, c'est qu'il ne voulait pas ce que ne voulait pas France 2, parce que ce type-là, c'est ce qu'on appelle des idiots utiles. Je veux dire, il arrive, il fait sa déclaration qu'on lui dit de faire et il s'en va. Mais ce que ne voulait pas France 2, c'est qu'il y ait quelqu'un en interne qui ait accès à l'information. Or, je peux vous dire qu'un des 5 plus hauts dirigeants de France Télévisions est venu chez moi à la maison. Il a vu cette présentation, même en plus long, et il m'a dit c'est implacable, ton truc est implacable, c'est une mise en scène, il n'y a rien à dire. Il est allé voir Carolis, il lui a dit j'ai vu. Carolis a dit m'intéresse pas. Justement, est-ce que l'un des... Pardon, je vais peut-être couper la parole à quelqu'un. Est-ce que l'une des façons de mener ton combat serait pas, puisque tu es très clair dans ton exposé, tout ce que tu dis est absolument incontestable, il n'y a pas de zone de flou, pourquoi tu ne fais pas un DVD de 50 minutes ou d'1 heure, tu n'envoies pas à tous les confrères qui n'ont pas pu venir à tes conférences? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, dans tes rêves les plus fous, ça aboutit à quoi si tu gagnes? Gagner pour toi, c'est quoi? Alors, je réponds à gagner, ce que c'est. Gagner, c'est 20h, la musique du France 2. C'est ou Patrick de Carolis ou que j'adresse pour Alain Chabot qui affirme, voilà, nous avons diffusé il y a 8 ans un reportage mensonger. Nous avons été trompés, alors ils peuvent trouver ce qu'ils veulent, nous avons été trompés par un caméraman qui ne travaille pas, ils font ce qu'ils veulent. Et nous présentons nos excuses aux téléspectateurs, voilà, c'est un faux reportage. Voilà ce que j'appelle gagner, et voilà ce qui fera que je me calmerai. Le mal est fait de toute façon. Le mal est fait. Attends, je répondrai sur le mal est fait. La deuxième partie des questions. Pourquoi tu ne fais pas un DVD avec alors le DVD, d'abord, il y a mieux que ça. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que pendant des années j'ai été diabolisé. C'est-à-dire que partout on a expliqué que j'étais un fasciste, un membre du Mossad, enfin bon, toutes les saloperies possibles et imaginables. Donc j'avais un problème de crédibilité. Regardez qui êtes-vous dans cette salle. Regardez toute la presse française, entre guillemets la grande. Tout le monde a été invité, j'en ai pas vu énormément. Tous les médias, je les ai tous eus. Je les ai pas vus énormément. Donc, il faut comprendre que même si je leur envoie, ils ne le regarderont pas. En revanche, et ce que je vais faire, c'est que le documentaire allemand, je vais en avoir une version internationale dans très peu de temps, qui est une version un peu plus longue que celle qu'on va voir. Je vais en faire des copies autorisées, je vais payer en Allemagne, et je vais les envoyer aux 577 parlementaires français à l'Assemblée nationale et aussi au Sénat. Et puis on va probablement aussi faire des copies pour les députés européens. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que la société française, au niveau médiatique, est bloquée dans un corporatisme incroyable. En revanche, au niveau politique, il y a une vraie responsabilité. Parce que quand on sait, on ne pourra pas dire « je ne savais pas ». Maintenant, pour reprendre sur le mal effet, alors, moi j'ai été élevé à l'école Jean-Jacques Rousseau. D'accord ? Non, mais c'est vrai. Et à 7 ans, je connaissais tout de Jean-Jacques Rousseau. On m'a tout raconté sur Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, sa mère, il est né, il l'a tué. Vous connaissez Jean-Jacques Rousseau ? Sa mère est morte en couche. Bref. Résultat, je connais ça. L'enfant qui va à l'école Mohamed Al-Doura, ok, il connaît tout de Mohamed Al-Doura. On lui raconte, c'est une image. Alors je pourrais vous montrer des images allemandes du reportage allemand où on voit que c'est devenu un jeu vidéo, à Gaza,
dans les pays arabes, et il y a des chansons et tout ça. Alors, on ne travaille pas pour aujourd'hui, on travaille pour le futur. C'est sûr que les protocoles des sages de Sion, ça continue à être vendu dans les pays arabes et dans certains pays, qui ont envie d'alimenter la haine. Je pense qu'à chaque génération, il y a des mensonges comme ça qui sont proférés, et à chaque génération, que ce soit ou bien des mensonges à caractère antisémite comme ça, mais il y a des mensonges regardez ce qui s'est passé au Rwanda, où on a incité à la haine pendant des années avec des médias. Bon, je connais moins bien le dossier, donc j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais d'après ce que j'ai compris, il y a eu une incitation à la haine par médias interposés. Là, on peut le voir aussi. Et je pense que si on travaille pour l'avenir et pour le futur, alors le mal, les gens qui sont morts, on ne pourra pas les ressusciter. Mais en revanche, nettoyer les esprits, parce qu'on parle toujours d'environnement, il faut respirer l'air pur, il faut boire de l'eau fraîche et de l'eau propre. Mais moi, je pense que pour nettoyer, il faut nettoyer les esprits. Je pense que la guerre, elle ne vient pas d'avoir bu l'eau pourrie. La guerre, elle vient des esprits qu'on a manipulés. Elle vient véritablement de la manipulation, du lavage de cerveau. Oui. Est-ce que vous avez des contacts avec des journalistes arabes, musulmans, des intellectuels? Alors, oui. Alors, vous savez, à Pérouse, un des garçons avec qui j'ai passé du temps, s'appelle Eman Mohindi. Pour ceux qui ont Al Jazeera International, c'était celui qui avait un casque et qui était pendant le dernier conflit à Gaza, qui était la seule télévision qui avait son correspondant qui parlait tout le temps là-bas, en haut d'un immeuble à Gaza. Et donc il a vu ça, et lui il a trouvé ça génial, il a trouvé ça très intéressant, il avait très envie d'aller plus loin, et donc on va garder le contact. Ce que j'ai appris aussi, par exemple, donc c'est quelqu'un d'Al Jazeera International, ce que j'ai appris aussi, c'est qu'au centre d'accueil de la presse étrangère, ce ne sont pas des journalistes arabes qui sont intervenus pour faire pression pour interdire cette conférence de presse. Ce sont des journalistes français, 3 journalistes français normaux, entre guillemets normaux. Les journalistes arabes n'interviennent pas là-dessus. Donc c'est pour ça que je pense que ce sujet-là est beaucoup plus grave pour les médias français, pour la presse française et pour la société française. Et c'est pour ça qu'ils le défendent. C'est parce que si on démonte ça, on va s'apercevoir que leur source d'information est complètement vérolée et qu'en fin de compte, pour ceux qui ont vu le film Envoyés très spéciaux, qui est l'histoire de 2 reporters avec Gérard Jugnot et Gérard Lanvin, qui est absolument génial. Ce sont 2 reporters qui sont censés partir en Irak, à Bagdad, mais finalement ils perdent l'argent, enfin bref, ils s'installent à Barbès et ils font tout avec des antennes satellites et ils font des bruitages et des choses comme ça. Et on sait qu'il y a beaucoup de reporters qui font leur reportage sur Gaza, installés dans leur chambre d'hôtel à Tel Aviv en racontant des choses comme ça, parce que c'est sûr que la vie nocturne est beaucoup plus amusante à Tel Aviv, ou même à Bagdad, qui restent dans les endroits les plus sécurisés parce que c'est plus... Mais donc ce sont les Français, enfin ce sont les Occidentaux qui sont plus mis en cause dans ce mode de fonctionnement. Les Français pour avoir laissé passer, la télévision publique pour avoir laissé passer ce truc-là, et aussi maintenant certains des autres médias français qui continuent à couvrir, et le mode de fabrique de l'information. Je pense que c'est le mode de fabrique de l'information qui doit être mis en question. On ne peut pas se baser... Alors moi je pense que pour vous donner un exemple encore, quand il y a eu des émeutes en banlieue il y a 3 ans et demi, à l'automne 2005, je sais qu'il y a des journalistes qui ont demandé à avoir des fixeurs pour aller en banlieue. C'est quand même des gens, ils ne veulent plus aller voir, ils ne veulent plus prendre aucun risque. Donc j'imagine que le gars, il ne va pas aller non plus là-bas prendre des risques. Et je crois que quand on reçoit une information qui n'est pas une information de première source, d'abord on doit dire, et c'est ce qui a le plus choqué, c'est le mot Herch. La journaliste américaine, il a dit, mais attends, mais quand il parle là, c'est comme il doit dire, voilà, selon mon caméraman qui m'a donné l'information, voilà ce qui s'est passé sur là. Et s'il ne le fait pas, il trahit déjà une première confiance avec le public. Et maintenant, quand on reçoit de l'information qui vient d'une personne par oui dire, d'abord on doit croiser, confirmer, regarder le bon sens. Enfin, honnêtement, vous comprenez que j'ai passé beaucoup de temps à enquêter là-dessus. Mais n'importe quelle personne qui a un cerveau normalement constitué comme nous tous, on aurait dû, en voyant ces images à la fin, en voyant cette personne qui aurait reçu 15 balles et pas une goutte de sang, on aurait quand même pu se poser une question. 15 balles de MC, 200, ça fait quelque chose. Et bien que dalle. Que dalle. Et moi y compris, hein. Je ne suis pas en train d'accident, mais sur le champ, on l'a tous avalé parce qu'on a été hypnotisé. Attends, je crois qu'il y avait... Oui, 24 heures plus tard, c'est-à-dire le 1er octobre, 20h, France 2 diffuse un reportage où Sharon Delan revient sur le carrefour de Netzari et où toute une séquence des images est complètement fabriquée
et vous avez, vous, le RACH, Ouais. derrière. Donc on voit comment les Palestiniens fabriquent des images. Absolument. Donc et là, c'est sans ambiguïté, on voit comment on fait en sorte de Bollywood. Exactement. Alors, Bollywood. voilà, donc moi, Donc, deuxième petite remarque, juste un autre dossier qui est important, et la question n'a pas été posée, l'hôpital à Amman. Et donc, parce que Jamal Abou Rahma a été... Jamal Al-Doura, le père, a été invité pour le roi Abdallah pour être soigné à l'hôpital royal d'Amman. Et donc on dit, voilà, comment ça se fait que les médecins jordaniens ont contresigné une expertise médicale. Et donc Esther Shapira a montré que le document a été signé le 1er octobre. Al-Doura était encore à Gaza. Parce qu'il n'est arrivé que le 4 octobre à Gaza. Voilà, les documents, l'examen médical de médecin jordanien était signé avant même qu'il soit arrivé. Qu'il était en Jordanie. Voilà, c'est ça, mais on est toujours dans... Donc là où on touche, on trouve des choses invraisemblables. Exactement, mais encore une fois, c'est ce que j'ai... Enfin, quand je vous disais que je ne vous ai montré que 30 à 40%. On peut aller plus loin et on peut aller plus loin encore dans ces trucs grotesques. On a par exemple des balles qui touchent dans l'expertise médicale. On a des balles qui touchent une fémorale, mais après on voit qu'il peut bouger. Tout est faux, tout est délirant. Donc, il n'y a pas, en 8 ans et demi maintenant, il n'y a pas un élément qu'on touche qui n'est pas grotesque, qui n'est pas absurde. Et pourtant, on s'est tous fait avoir. C'est ça dont il faut se rendre compte dans cette salle. Puis, on n'est pas plus malin, je dirais, que d'autres, parce qu'on s'est tous fait avoir. Et comme moi aussi, je veux dire, moi aussi j'ai vécu avec ça. Pendant 2 ans et demi, ou pendant 2 ans, on m'a dit les Israéliens ont tué cet enfant, ont blessé le père. Donc, et pourtant c'est simple, mais il n'y a pas un élément, quand on le regarde, qui tient la route. Il n'y a pas un élément. Et je vais donner un autre exemple. Qu'est-ce que vous faisiez là? Ah bah c'est simple, ce jour-là, on est allé chercher une voiture au marché, une voiture d'occasion, mais on n'a pas trouvé parce que ça ne nous plaisait pas. Bah oui, mais ce jour-là, c'était jour de grève générale, donc tous les commerces étaient fermés. Voilà, tout ne tient pas la route, d'accord? Une déclaration de la mère, c'est très intéressant, la mère. J'étais à la télévision, je préparais à manger pour mon fils et mon mari, parce que je pensais qu'il fallait qu'ils mangent un bon repas. Et puis j'ai regardé la télévision, et qu'est-ce que je vois? Je vois les images d'Intifada, et à 5h de l'après-midi, comme ça, je vois mon fils, je reconnais mon fils à la télévision. Pas de chance. Ça a été diffusé le soir à 20h à Paris, il y avait une heure de décalage, 21h. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ce qu'on creuse est absurde. Tout ce qu'on creuse est absurde. Et c'est pour ça qu'on peut aller où on veut, quoi. Je veux dire, il n'y a rien. Je me demandais si vous étiez en relation sur cette affaire avec l'armée israélienne, ou si vous estimiez que être en relation avec l'armée israélienne pouvait vous être préjudiciable. Je précise ma pensée. Le fait, semble-t-il, que Mohamed Al-Doura ait été tué par une rafale est contraire aux règles d'engagement de l'armée israélienne dans une situation de dispersion de manifestations ou même de situation de guérilla urbaine. Les seules armes habilitées au sein de l'armée israélienne pour tirer en rafale sont des mitrailleuses lourdes et non pas des M16 qui ne sont pas adaptées pour de tels tirs. Or, les impacts prouvent qu'il s'agit d'impacts d'armes légères et s'il s'agissait d'armes lourdes, l'état des corps de Mohamed Al-Doura et de son père serait dans un tout autre état. Donc alors, est-ce que je suis en contact? C'est important de le souligner dans votre argumentaire. Ok, alors j'ai été en contact avec l'armée israélienne qui m'a envoyé une lettre et a envoyé une lettre à France 2 qui me soutient maintenant. Ça date d'il y a 2 ans. Mais c'est vrai que dans le premier jugement qui a été rendu par le premier cours, il disait le fait que l'armée israélienne n'ait jamais soutenu Philippe Carpentier est la preuve qu'il a tort. Ça c'était leur argument. Maintenant, l'armée israélienne me soutient de façon modérée, parce qu'ils ont écrit une lettre polie avec sur en tête, etc., de porte-parole de l'armée israélienne. Ils ne sont pas allés partout hurler. Les Israéliens considèrent que c'est une affaire franco-française qui doit être gérée en France. J'ai parfois tendance à les croire, mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi, vous savez, c'est comme, je sais pas, mon père il m'a appris à marcher, mais j'aurais bien aimé qu'il m'aide à marcher un peu plus loin, mais c'est vrai qu'il faut que j'apprenne à marcher tout seul. Voilà. Oui. Peut-être, moi j'ai commencé à regarder un peu tout ce qu'il y a sur Internet sur cette affaire, et à une conférence précédente, vous aviez mentionné la bande son.
Ouais, alors, c'est important au niveau de débruitage. Oui, autrement dit, comment on modifie la perception. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les images, quand on voyait des balles d'un enfant qui lève le coude, on entend des bruits d'armes automatiques, qui correspondent en effet pas aux règles d'engagement qui sont des tirs au coup par coup. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans vos cerveaux, comme dans le mien, comme tout le monde, quand on entend des bruits d'armes automatiques et qu'on voit de la poussière, on croit voir des balles. C'est extrêmement fort, ça marche très bien dans le cerveau. Et il y a plein, et ce que je vous disais aussi avant quand on passe des images au ralenti, ils laissent des bruits de balles, alors que quand on passe des images au ralenti, il n'y a plus de son normalement. Et eux, France 2, pour les images à la cour d'appel. Donc c'est vraiment manipulation de la justice, ils ont laissé du son. Donc c'est vraiment un de leurs grands trucs, c'est la manipulation avec le son. C'est répondu comme réponse? Oui, c'est ce que vous avez dit. Oui. Oui, j'agrée absolument ce magnifique démontage d'une mise en scène qui est évidemment manifeste. Je veux dire une petite chose, parce que j'aurais un point de vue un peu singulier sur tout cela, parce que je suis non seulement écrivain, mais je suis aussi pasteur. Alors j'entre déjà dans une observation un peu plus verticale de tout ce mensonge éhonté qui est flagrant. Et pourtant, nous sommes aveuglés. Il y a comme une puissance d'envoûtement au mensonge, ou un amour du mensonge tel, particulièrement en France, ce que je constate, qu'on ne voit pas. Et il est tout à fait honnête et sincère. Lui-même, pendant un temps, il a été grugé comme la plupart d'entre nous. Or, la persistance à cet aveuglement, à cet envoûtement, faut que nous en sommes nous-mêmes victimes. Et si, il me semble, qu'il y aurait une solution à tout ce carnage fait par le mensonge, ce serait d'aller encore plus haut, de l'élever au niveau d'un mensonge d'État. Pas simplement de malveillance ou de non-professionnalisme ou de défaut de déontologie et de toutes sortes de choses comme ça, mais voir la chose de plus haut encore. Parce qu'il y a le mensonge et il y a la lumière de la vérité. Et cette lumière de la vérité, à travers les TV, à travers les conférences, et tout cela, elle doit briller toujours plus fort et aller toujours plus haut. Je m'excuse de parler par allégorie, mais je vous assure que je le ressens parce que j'ai vécu quelque chose d'aussi terrifiant. En 82, je revenais de Beyrouth, en qualité de journaliste à ce moment-là, et lorsque j'ai fait mon rapport aux affaires étrangères à Jérusalem, il y avait toutes les télévisions internationales, et que j'ai raconté tout ce que j'ai observé, tous les Libanais que j'ai interviewés, etc., et qu'on m'a dit des choses ahurissantes, et que j'ai voulu les rapporter en France, l'ambassadeur de France lui-même s'est précipité devant toutes les caméras pour me fermer la bouche et me dire à l'oreille, ça, ce n'est pas la vérité que les Français doivent entendre. Et ça, je vous avoue que ça m'avait scié à l'époque. Je me suis dit, mais à quel point nous sommes victimes et empoisonnés par... Il faut comprendre la livre enfin cette vérité, puisque elle a manifestement été falsifiée. Mais il me semble que ce n'est pas seulement une affaire franco-française, du fait même de l'utilisation qui en est faite et que vous nous avez signalé, pas plus une affaire franco-française à ce moment-là que les protocoles des Saintes de Sion, avec des effets d'utilisation qui sont assez proches. Alors, d'accord. Alors, il n'y a pas que la France, il y a aussi l'Europe, et puis il y en a d'autres, y compris même, et pourquoi pas, certains pays arabes. Oui, mais alors, là, c'est peut-être un wishful thinking. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que c'est vraiment... Les autres pays ont diffusé le reportage, et l'Allemagne a fait son travail en le démontant, mais le vrai travail aurait dû être fait par France 2. Et quand j'ai parlé avec Esther Shapira du documentaire, son documentaire, elle m'a dit, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille qu'il y avait un problème, c'est que me disant, moi, je suis journaliste. Elle a eu plein de prix, elle a même reçu des prix en Iran, donc c'est vraiment une journaliste qui a vraiment une très très bonne réputation. Et elle me disait, moi, si j'avais des images comme ça, c'est moi qui aurais fait le documentaire autour. Si j'avais été France 2, on avait une si belle histoire comme ça, un si beau truc, comme on n'a pas voulu faire d'argent avec la mort d'enfants, mais en revanche, on aurait fait toute l'histoire autour. Donc, voilà, mais je crois que ça reste quand même une affaire franco-française ou un peu israélienne, mais c'est français. Les blocages, le fait que dans cette salle, il n'y ait pas Le Figaro, Le Monde,
et Libération, ni France, ni TF1, tous ces gens-là, c'est français. Mais je voudrais quand même savoir que vous sachiez quand même qui est la personne qui a posé la question. C'est un psychanalyste qui s'appelle Marc Nart et qui a publié un article dans Libération 3 jours après les faits, et qui, 3 jours après les faits, et qui remettait en cause toute la version du reportage de France 2 de façon incroyable, avec une analyse vraiment, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Quand je suis tombé ça dans les archives de Libé, je suis tombé de l'armoire, tellement c'était impressionnant de voir que 3 jours après, il y avait un monsieur qui avait compris, grâce, je dirais, son intelligence, ce que moi en tout cas j'avais pas vu tout de suite et ce que beaucoup de gens n'ont pas vu. Oui. Justement, pour rebondir, si Libé avait publié ce témoignage 3 jours après, pourquoi par la suite faire le même? Alors c'était un courrier des lecteurs, ça a été publié, ça n'a pas été plus loin. Ça a été publié, mais bon, ensuite c'était une interprétation parmi tant d'autres. Est-ce qu'il y a des relations aujourd'hui avec Libération ou... Oui, Laurent Geoffrin affirme partout que je suis un média parano. Parce qu'il a écrit un livre sur la média parano. Je l'ai appelé aujourd'hui pour lui dire voilà, puisque vous dites que je suis un parano, je vous invite à venir. Je l'ai appelé sur son portable, je lui ai laissé un message. Je ne crois pas qu'il soit dans la salle. En France, la situation semble un peu bloquée, mais quelle est la situation dans les médias américains? Écoutez, dans les médias américains, ça avance un petit peu. Dans la salle, on a quelqu'un qui vient de partir qui était de Fox News. Mais j'ai eu une expérience avec une chaîne américaine, je ne vais pas la citer parce que ça ne sert à rien de nommer, mais une fois j'ai fait une présentation comme ça à New York, dans un grand canal américain. Les types étaient super excités, c'est génial, on va exploser les Français et tout. Et après ils se sont retournés en fait, ils se sont dit mais attends, je ne trouve pas que les images de leur fixeur ressemblent à nos images à nous. Là tu as dit ouais, donc on oublie l'affaire. Il y a eu des articles dans le Wall Street Journal. Il y a de très beaux articles dans le Wall Street Journal, mais si je peux me permettre d'être un peu moins optimiste, c'est que dans le Wall Street Journal Europe, pas on a regardé, ça n'a pas été repris dans le Wall Street Journal mondial. Enfin, pas des... Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer que l'affaire soit jugée, non pas comme elle est jugée actuellement en ce qui vous concerne, mais le fond de l'affaire, sur le plan national ou international, qu'il y ait une cour c'est ce qu'on a essayé. Non, mais juger, il aurait fallu que l'État d'Israël prenne ses dispositions. L'État d'Israël ne veut pas attaquer France 2 sur ce dossier-là. L'État d'Israël ne veut pas, pour des raisons diplomatiques et tout un tas de choses, attaquer un média, c'est leur droit. Maintenant, je ne sais pas ce que va faire la nouvelle administration israélienne. J'avais rencontré Tzipi Livni, avec qui j'en avais parlé, qui m'avait fait tomber de l'armoire par ses réactions aussi pas très futées sur le sujet. Bon, je veux dire, peut-être que les choses vont changer en Israël. Peut-être, il faut savoir aussi avec le nouveau gouvernement, peut-être. Voilà. Bien sûr. Il faut savoir qu'en France, moi j'avais, pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis maire adjoint de Neuilly, et donc j'avais des relations privilégiées avec Nicolas Sarkozy avant qu'il devienne président de la République. Maintenant je n'en ai plus. Mais dans son entourage, à l'époque, je lui en avais parlé en 2005 la dernière fois. Il m'a dit ouais, ton truc est vraiment intéressant et tout. Mais dans son entourage, il y a des gens comme par exemple Jacques Attali qui ont causé un tort énorme en mentant, en couvrant et en faisant des faux témoignages pour défendre leur ami Charles Anderlin. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais je ne désespère pas. Et je vous promets, parce que souvent on me dit comment ça fait que vous tenez pendant 7 ans sur ce dossier-là, comment on tient? On tient en disant que chaque soir à 20h, on ouvrira le journal et en disant qu'on a présenté un faux documentaire. Je ne désespère pas qu'un jour, il y a un déclic qui va se passer. Je voudrais ajouter quelque chose. Justement, vous avez dit tout à l'heure que dans vos rêves les plus fous, ça serait d'entendre Patrick de Carolis ou Arlette Chabot dire qu'ils avaient menti. Il y a peu de temps, France 2 a montré des images comme étant du conflit à Gaza, alors qu'en fait c'est des images qui, si je me souviens bien, avaient été tournées en 2005. Ils ont fait le lendemain un rectificatif en disant on s'est trompé, excusez-nous, ça ne date pas de janvier 2009, mais de 2005. Mais personne n'a dit que les images qu'on avait vues et qui montraient, je crois, les Palestiniens tués, etc., ça n'était pas à cause de l'armée israélienne, mais à cause d'une explosion d'un camion, etc. C'était ça. Donc même là, ils n'ont. Alors, en effet, les deux choses. Un, ce qu'on m'a dit, la personne proche, vraiment des 5 plus hautes circonstances, on m'a dit, ça, il m'a dit, je te garantis que ça, c'est en raison de ce que tu as fait sur Al-Doura, qui se sont tout de suite excusés en disant, on ne veut pas de nouvelle histoire Al-Doura, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ils ont été blâmés, ils ont reçu un blâme du CSA sur cette affaire-là, mais ils ont, c'est vrai, menti le lendemain. Donc, mais... La vérité, rien que la vérité, mais pas toute la vérité. Absolument. Qui aboutit à un mensonge.
Oui, mais bon, je veux dire, bon, on est dans cette situation-là, c'est difficile. C'est difficile, c'est un combat difficile, la vérité. Vous savez ce que disait le pasteur Céline, c'est difficile. La vérité n'intéresse pas grand. Vous savez, j'étais à Pérouse, au Festival international de journalisme. Un des journalistes italiens du Il Sole 24 Ore, qui est les échos, l'équivalent des échos italiens. Le type vient à mon panel, parle et dit de toute façon, moi je m'en fous complètement des faits. Moi ce qui m'intéresse, c'est que je suis là par solidarité avec Charles Anderlin. Les faits ne m'intéressent pas. Bon, je veux dire, dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? On a quelqu'un, un journaliste qui est censé reporter sur le Proche-Orient et qui dit que les faits ne l'intéressent pas. On prend les 3 dernières questions et on faut rendre le restaurant. Oui, est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'élargir le travail que tu fais, très très bien, et d'essayer d'établir des règles de travail pour les journalistes, justement. Et là, alors là, il y a Bertrand Pécry qui s'en va, qui aurait pu répondre à cette question, parce que moi, je ne peux pas répondre. Bertrand Pécry, c'est le directeur général de l'Association mondiale des journaux. Des rédacteurs en chef. Des rédacteurs en chef, donc c'est vraiment l'association mondiale. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion? Et il me semble que ça rallierait beaucoup plus de gens, parce qu'il y a des gens qui sont bloqués là-dessus, établir des règles de travail pour les journalistes, vérifier les données, être recoupé, que chaque image ait une date et le nom du journaliste, du caméraman, et pour la vache folle. De formaliser le travail des journalistes. En fait, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ça, c'est chaque pays a ses propres règles de Mais il y en a pas en déontologie. France. Il y a des règles de déontologie et au moment, la bataille qui s'est passée, notamment lors des derniers engagements de la presse écrite, c'était de dire à chaque fois qu'il faut que ce soit chaque organe qui définisse ses propres règles. Que la notion d'un ordre des journalistes a quand même été repoussée depuis plusieurs années par toute la profession. Personne ne veut. Personne ne souhaite être encadré. Non, mais c'est pas là, mais moi je comprends cette position et je la soutiens. Dès lors qu'il y aura un ordre des journalistes qui définira ces règles, ça sera plus ou moins une atteinte à la liberté d'expression. La liberté d'avoir des amis au passé. Voilà, si on doit dire vous devez donner vos sources, ça c'est terrible. Toutes les affaires qui sortent, c'est parce qu'on ne cite pas les sources. Oui, mais donc si jamais cette règle arrivait, sur les images et la date et le jour, parce qu'on nous passe des images d'archives en nous faisant croire que c'est le journal, on nous manipule complètement. Oui, mais ça c'est vraiment aux journalistes eux-mêmes, aux chaînes, de dire, de se porter garant, de reconnaître les erreurs, parce que c'est quand même normal qu'il y ait des erreurs dans ce métier de journaliste. Et là, je suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a eu un peu de mensonge de France Télévisions. Quand le lendemain, ils ont reconnu leur erreur, eh bien oui, franchement, c'est humain de faire des erreurs. On a toujours l'impression qu'il y a une sorte de complot. De les reconnaître, c'est normal. Oui, c'est ça. Donc il y a des erreurs factuelles, elles doivent être reconnues. C'est dans la presse écrite, généralement tout au fond des journaux ou dans vraiment des... encore 7 quand le journal est encore 12. Oui, mais en tout cas c'est reconnu. Mais un ordre des journalistes. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venus. Vous avez pris mon email, vous avez toutes mes coordonnées. Je suis à votre disposition pour toutes les infos. Merci. Si vous avez besoin de... Non, mais c'est pas... Ça fait pour les plateaux de c'est pas un prix de Pulitzer. Merci là. Qui veut gagner un Pulitzer? C'est un sujet quoi.